à toutes et tous à notre second rendez-vous dédié au cancer du poumon en ce mois de novembre Pearl, mois dédié à la sensibilisation au cancer du poumon. Et l'objectif de ces 3 rendez-vous est de vous offrir des sujets originaux qui sont parfois moins traités et de vous apporter, de vous informer sur comment mieux vivre et prendre soin de soi quand on est atteint d'un cancer du poumon. Lundi, nous avons échangé sur l'importance du sevrage tabagique en termes de prévention, mais également en termes de prise en charge, avec les impacts que cela pouvait avoir en termes de traitement, de chirurgie, et comment justement le traitement améliore la chirurgie, sujet que nous allons traiter ce soir. Et ce soir, nous souhaitions donc apporter un sujet qui touche un peu moins de patients, puisque environ 20% des patients, on aura les chiffres grâce au docteur Seguin, sont éligibles à une chirurgie dans le cancer du poumon. Et donc, nous avons la chance d'avoir ce soir réuni autour de nous un panel multidisciplinaire de pneumologues, oncologues, chirurgiens qui vont nous expliquer tout ça et nous expliquer comment mieux vivre, se préparer et ensuite mieux vivre après la chirurgie. Nous serons donc entourés du docteur Seguin, qui vient d'apparaître sur notre écran et qui est donc responsable du département de chirurgie thoracique de l'Institut du thorax Curie-Montsouris, le docteur Oltean, qui est pneumologue à l'hôpital du Parc à Taverny, bonsoir, du docteur Sophie Beaucaire, bonsoir docteur Beaucaire, qui est pneumo-oncologue à l'Institut Curie, et enfin le docteur Bagan, qui est donc qui est donc chirurgien, bonsoir, thoracique et cardiovasculaire. Ségolène vient de nous rejoindre et donc Ségolène a eu la gentillesse de bien vouloir partager son histoire puisqu'elle a elle-même été opérée d'un cancer du poumon. Avant d'aller plus loin et de vous souhaiter donc à tous encore la bienvenue, je voulais juste faire un point technique. Vous l'avez lu, cette webconférence n'a pas vocation à être une téléconsultation. Nous ne prendrons donc que des questions d'ordre général. Laure et moi nous ferons un plaisir de remonter les questions que vous poserez à nos orateurs sur l'onglet questions, à condition que ce soit des questions d'ordre général. Pour toute question relative à votre santé ou à celle d'un proche, bien évidemment, nous vous incitons à aller consulter votre équipe soignante qui connaît parfaitement votre dossier. Et le docteur de bureau répondra par écrit à vos questions, à condition qu'elles répondent aussi à ces mêmes critères de généralité. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne webconférence. Laure, je te laisse la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous proposer cette conférence ce soir parce que c'est une des premières fois finalement qu'on va pouvoir aborder tout ce qui tourne autour de la chirurgie du cancer du poumon. Il y a plein d'innovations, il y a plein de choses pour s'y préparer, il y a plein de choses pour aller mieux après. Il y a des nouveaux traitements pour l'accompagner et la rendre encore plus efficace. Et on voulait absolument s'appuyer sur le témoignage donc d'une patiente, donc Ségolène, qui a accepté de partager son parcours, parce que je crois que ça nous rappelle finalement aussi le vécu des personnes, à comment on est diagnostiqué, comment on nous propose une chirurgie, comment ça se passe. Et donc, je vous propose donc d'écouter Ségolène pendant quelques minutes avant de donner la parole à nos experts ce soir et d'interagir avec eux tous à travers vos questions. Donc, Ségolène, la parole est à vous. Bonsoir, je m'appelle Ségolène, j'ai 34 ans. Moi, je suis obligée de démarrer du point de départ, c'est-à-dire qu'en mars 2020, je me suis réveillée un matin avec une voix très bizarre. J'ai dû faire diverses consultations et c'est en mai 2020 qu'un ORL me diagnostique la paralysie de ma corde vocale gauche. Je devrais donc faire un scanner qui révélera des ganglions médiastinaux anormalement gros ainsi qu'un nodule pulmonaire. Je devrais donc me faire hospitaliser en pneumologie durant une semaine. Jusque-là, on me fait des prélèvements dont aucun ne sera probant. Et c'est suite à l'ensemble de ces événements qu'on va me proposer finalement la chirurgie, donc une thoracotomie. Donc, je rencontrerai un chirurgien, un anesthésiste et une infirmière
le 7 septembre 2020 pour pouvoir parler de cette chirurgie. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on m'annoncera que finalement le pire envisagé potentiellement, ce serait l'annonce d'un cancer, mais qu'à l'heure actuelle, ce n'était pas quelque chose d'envisagé. Et puis, j'apprendrai aussi que c'est l'une des opérations les plus douloureuses post-opératoires. Donc, on m'a beaucoup parlé finalement de l'importance de la péridurale, justement pour pouvoir réguler la douleur suite à l'opération. Donc, le 30 septembre, j'ai eu ma thoracotomie. J'ai été vraiment entourée par une équipe bienveillante et ça, je pense que c'est très, très important quand on se fait opérer puisque j'avais vraiment beaucoup d'appréhension. L'anesthésie, ça a été formidable, m'a expliqué chaque geste au moment où il pratiquait justement la péridurale. Par la suite, ça a été assez rapide après pour moi puisqu'on m'a endormie par le biais d'un masque et je me suis réveillée 5 ou 6 heures après en salle de réveil. Finalement, ce qui a été le plus compliqué, c'est qu'en salle de réveil, je n'ai pas pu rencontrer mon chirurgien tout de suite. Je ne l'ai rencontré que le lendemain. Et c'est là que finalement, on m'a fait l'annonce la plus négative qui avait pu être envisagée. Donc, on m'a annoncé mon cancer du poumon. Et par contre, après, à l'hôpital, je suis restée donc 5 jours où j'ai été, pareil, très, très bien entourée par l'équipe encadrante, par les infirmières, les aides-soignants. Et voilà, tout simplement. Après, par la suite, j'ai pas eu, moi, spécifiquement d'accompagnement. On m'a, pour le coup, rien proposé vraiment en termes de kiné ou je ne sais pas ce qu'il existe finalement. Voilà. Pour mon parcours. Merci beaucoup, Ségolène. Et donc, effectivement, est-ce qu'après, donc, en post-op, donc, tu as pu rentrer chez toi et reprendre, on va dire, tes activités assez rapidement ou est-ce que finalement, tu as dû avoir des soins particuliers ou avoir plus tard de la kiné ou des choses comme ça? Alors, non, ça a été, c'est vrai que c'est quand même une opération qui est assez lourde. Donc, clairement, j'étais pas du tout autonome. Hein, c'est voilà, jusqu'à la douche, hein, où c'est ma mère qui m'aidait. Mais voilà, petit à petit, on se remet doucement. J'avais la visite de mes infirmières libérales qui venaient pour mes pansements. Ce qui était compliqué finalement, c'est la mobilité de là où on a été opéré. Parce que le bas va très bien, mais quand le haut ne va pas bien, c'est compliqué en fait de jumeler l'ensemble. Et finalement, j'ai commencé mes traitements donc en décembre 2020 et j'ai dû demander à faire de la kiné à mon radiothérapeute courant peut-être je ne sais plus, courant mars peut-être, puisque j'ai toujours aujourd'hui, c'est surtout une hypersensibilité en fait de la zone, puisque comme les nerfs sont touchés, ça peut prendre jusqu'à 2 ans en fait pour que l'ensemble se remette. Et voilà, et c'est juste une petite gêne, mais aujourd'hui, sinon, dans l'ensemble, ça va de ce côté-là. Merci beaucoup, Ségolène, pour ce témoignage. Et je propose de passer peut-être la parole au docteur Séguin pour que vous nous disiez, docteur, finalement, à qui s'adressent les chirurgies du cancer du poumon aujourd'hui pour, voilà, comme Ségolène, dans différentes situations de parcours diagnostic aussi, finalement, savoir comment ça se passe. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Donc, peut-être la première question qu'on voulait aborder ce soir, c'était quels cancers du poumon peuvent bénéficier d'une chirurgie. Donc, en fait, la question elle se décompose en 2 autres sous-questions. D'abord, c'est quelles sont les tumeurs qui sont résécables, c'est-à-dire une tumeur qu'on va pouvoir sortir du thorax. On a l'habitude de dire que ce sont les tumeurs qu'on va classer dans les stades 1 au stade à peu près 3A. Et ensuite, c'est plutôt de manière exceptionnelle qu'on pourrait proposer une chirurgie. Ça revient en fait à dire que le cancer, quand il est de type cancer bronchique non à petites cellules, puisque je pense que le docteur Boker-Danel pourra vous expliquer que
L'autre famille de cancers, il n'y a pas de place a priori pour la chirurgie, mais plutôt pour des traitements médicaux. Donc, quand on a un cancer pulmonaire qui est non à petites cellules, il faut qu'il n'ait pas d'extension localement dans le thorax qui soit trop importante au point de vue des ganglions. Il ne faut pas qu'il y ait une extension localement à la plèvre et il ne faut pas non plus qu'il y ait une extension à distance. On admet encore quelques stades chirurgicaux quand il y en a une localisation métastatique, soit à la surrénale, soit au niveau cérébral, si les lésions sont inférieures au nombre de 3. En fait, l'ensemble de ce bilan va nécessiter une discussion multidisciplinaire pour pouvoir déterminer si effectivement le cancer est résécable. Quelles tumeurs sont résécables? En fait, c'est aussi les tumeurs qu'on va trouver assez tôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, encore actuellement, comme le cancer du poumon donne peu de symptômes, lorsque l'on découvre un cancer du poumon, c'est souvent sous la forme métastatique ou localement avancée non chirurgicale. Donc là, on a à gauche le premier petit camembert qui montre sans dépistage une majorité de stades 3-4 qui ne vont pas être chirurgicales. Dans les pays qui ont incrémenté le dépistage du cancer du poumon, eh bien, on change complètement ce camembert avec une majorité de patients découverts à un stade qui est jugé résécable, ce qu'on appelle les stades 1-2. Maintenant, quel est le bilan de la tumeur? Quand on découvre, il faut faire le diagnostic, comme disait la patiente. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le diagnostic avant même l'opération. Faire ce qu'on appelle le meilleur staging possible, c'est-à-dire bien déterminer s'il existe cette extension localisée autour de la tumeur dans le thorax et dans les ganglions. Prendre une décision en réunion de concertation pluridisciplinaire avec l'ensemble de ces éléments possibles et tout ça en essayant de tenir des délais pour pouvoir proposer le traitement adapté aux patients sans qu'entre-temps, une tumeur puisse éventuellement évoluer. Le bilan de la tumeur, il est assez systématique. Donc, ce sont des examens qu'on va faire pour déterminer ce que je vous disais. D'abord, le scanner thoracique qui va analyser la lésion pulmonaire elle-même. Les examens qui vont analyser les atteintes à distance, qui est l'IRM cérébral ou le scanner cérébral injecté en fonction de la disponibilité des examens dans la région où l'on est pris en charge ou en fonction d'éventuelles contre-indications à la réalisation d'une IRM. Le PET scanner, qui est un examen assez clé pour déterminer s'il y a des fixations ganglionnaires et des fixations à distance. Et puis ensuite, les autres examens, ils sont faits pour essayer d'obtenir peut-être le diagnostic avant l'intervention chirurgicale, la fibroscopie bronchique et puis d'autres examens orientés en fonction de ce qu'on aura déjà découvert. Donc, soit une ponction sous scanner, soit un examen des ganglions, etc. Il n'y a pas de marqueur sanguin dans le cancer bronchique et on ne fait pas encore de tests moléculaires en routine, on va dire. Ensuite, on peut être amené à provoquer d'autres examens qui sont peut-être liés aux histoires personnelles, c'est-à-dire en fonction de l'endroit où est exactement localisée la lésion. On peut être amené à compléter l'examen pour bien vérifier les rapports anatomiques de la lésion, par exemple avec des vaisseaux, avec le haut du thorax qui est la communication avec le cou, donc c'est le scanner par exemple cervico-thoracique, l'IRM thoracique si la tumeur envahit la paroi et des évaluations un peu plus poussées. Ça peut expliquer que différents examens soient ajoutés dans le bilan et c'est à chaque fois pour faire ce qu'on appelle le bilan complet de la tumeur. Mais quand on dit qu'un patient doit être peut-être opéré, il y a tout un deuxième bilan qu'on doit faire en parallèle qu'on appelle plutôt le bilan fonctionnel, c'est-à-dire identifier les patients pour savoir s'ils ont des risques opératoires standards ou plus élevés qui vont nous permettre de calculer si la procédure chirurgicale qui est envisagée, en fait, le patient est capable de la supporter. Donc, on est obligé en parallèle de regarder les risques essentiellement cardiovasculaires, d'évaluer ce qu'on appelle les EFR, c'est la fonction respiratoire du patient, pour calculer, une fois qu'on aura fait le geste opératoire, quelle fonction respiratoire va rester au patient pour ensuite évaluer avec lui sa capacité en fait à vivre avec cette fonction respiratoire, à faire des exercices de la vie quotidienne, à reprendre des activités sportives. Ça lui donne aussi un peu une approche de la qualité de vie qu'il aura après l'intervention chirurgicale. Et puis, on peut être amené à réaliser des tests ou des examens qui vont mettre le patient en condition d'exercice pour comprendre et analyser si fonctionnellement le patient est capable de supporter l'opération chirurgicale qui est a priori prévue. On peut, et ce n'est pas du tout mon topo, c'est probablement ce que va aborder le docteur Bagan et docteur Viorel-Oltean, c'est rendre le patient peut-être opérable si le temps le permet,
C'est-à-dire, si on voit qu'il y a besoin d'un réentraînement, d'une aide au sevrage tabagique, d'une prise en charge nutritionnelle, on peut parfois mettre les patients en réhabilitation, en hospitalisation, ou sinon en réhabilitation en externe, en attendant la prise en charge chirurgicale, pour amener le plus possible de patients, si possible, vers la chirurgie. Voilà, pour en fait répondre à la première question qui est quel cancer du poumon on pourrait opérer. Merci beaucoup pour ces premières séries d'informations. Donc, effectivement, une chirurgie, si elle est proposée, on voit bien que c'est quand même un parcours du combattant qui s'annonce à la fois par le geste, mais aussi l'impact que ça va avoir sur la fonction respiratoire. Et du coup, pour certains patients, il va falloir effectivement se proposer cette réhabilitation, enfin, en tout cas se préparer avec une hospitalisation avant des exercices, une prise en charge spécifique. Et donc, Oriane, peut-être que tu peux présenter le docteur Oltean, qui va nous répondre à ces questions. Alors, effectivement, je vais avoir un grand plaisir de présenter le docteur Oltean. J'avais une question, docteur Seguin. Vous disiez on peut attendre et se préparer pour être opéré dans des conditions plus optimales. Est-ce qu'il y a un temps où on peut... voilà, est-ce que ça a été étudié? Voilà, jusqu'à combien de temps on peut attendre et repousser l'opération? Bien sûr qu'en fait, on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Donc, en fait, c'est une évaluation, ce qu'on appelle de la balance bénéfice-risque. On sait qu'il existe des cancers qui sont d'évolutivité progressive, c'est-à-dire ils ne sont pas en train d'exploser. Et puisque, en fait, souvent les patients ont eu des scanners, on a vu une petite lésion prendre de l'importance et on en est amené à proposer l'intervention chirurgicale devant une forte suspicion de cancer ou voire un cancer prouvé. Quand on connaît la cinétique d'évolution de la tumeur et qu'elle reste encore de petite taille, on a l'habitude de dire inférieure à 2-3 cm, parfois il est judicieux chez un patient un peu limite de lui proposer cette réhabilitation pour l'amener dans les conditions favorables à la chirurgie. Tout patient va bénéficier de ce qu'on appelle la réhabilitation, c'est-à-dire ce que va exposer, je pense, Patrick, dans le parcours de la RAC, c'est-à-dire des exercices qui vous préparent à l'opération dans les 15 jours, 3 semaines qui précèdent. Mais parfois, on a besoin d'une hospitalisation qui va être le principe de la réhabilitation vraiment. Et là, si on a une tumeur qui évolue pas très rapidement, oui, il faut parfois proposer ça à nos patients pour que les suites opératoires soient plus simples. Eh bien, je vous remercie infiniment. On ne va pas dépasser 2 mois. Parfait. Merci infiniment d'avoir répondu à cette question. Et donc, docteur Oltean, vous allez nous dire comment se préparer et utiliser ce temps pour justement optimiser la chirurgie du poumon. Et puis d'abord, on a entendu ce mot réhabilitation. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste, ce que c'est et pour qui. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous ceux qui participent à la prise en charge des patients qui sont atteints d'un cancer du poumon. Pour les diapos, est-ce que j'ai la main? Oui. La collaboration depuis 12 ans avec le Dr Bagan nous a permis de récupérer un certain nombre de patients qui étaient initialement récusés à la chirurgie, en sachant que le gold standard, le souhait de chaque patient, c'est de guérir. Et pour guérir d'un cancer du poumon, la chirurgie, c'est le principal traitement encore aujourd'hui. Cette collaboration nous a permis donc de prendre des patients qui, initialement, pour des critères fonctionnels, étaient récusés. On n'a aucun conflit d'intérêt par rapport à la présentation de ce soir. Le cancer bronchique a des causes de mauvais pronostics. La principale, c'est l'histologie. Comme le Dr Seguin a mentionné, pas tous les cancers du poumon ou de la plèvre sont opérables. Parmi ceux qui sont opérables, c'est les cancers non à petites cellules. Et encore, le stade avancé, malheureusement, au moment du diagnostic, empêche ce traitement. Il y a par contre des patients qui ont une tumeur qui est complètement opérable, mais le patient est récusé pour cause de risque opératoire élevé. Ce risque opératoire, il est lié à la fois à la condition générale du patient, à d'autres pathologies, mais aussi à ce que le Dr Seguin a mentionné aussi, de la capacité respiratoire résiduelle après le geste.
pour être très simple, au moment qu'on enlève un bout de poumon avec la tumeur, il faut que le poumon restant après l'opération donne suffisamment d'oxygène pour que la vie soit possible dans des conditions correctes. Parce que si la qualité de vie n'est pas assurée, alors le geste ne pourra pas être réalisé. Comment est-ce qu'on peut améliorer le pronostic de ces cancers qui sont opérables? D'abord, augmenter le nombre de résections carcinologiques, ça veut dire qu'on enlève tout d'un coup de bistouri magique, de façon que le patient, par ce geste, soit guéri. Première approche, c'est encore une fois, ce qui était déjà présenté, c'est de rendre plus des patients diagnosticables au moment où ils sont opérables. Donc, il faut faire une démarche de diagnostic au moment où le cancer est opérable et guérissable. Ensuite, l'opération doit être complète. Il faut enlever à la fois la tumeur, à la fois les ganglions, qui sont des stations qui attrapent des fois des cellules cancéreuses qui sont échappées de la tumeur originaire avant que celles-ci arrivent ailleurs dans l'organisme pour faire des petits, comme on dit, ou des métastases en langage scientifique. Il faut améliorer les suites opératoires parce que la chirurgie, ce n'est pas une partie de plaisir, c'est toujours un défi avec des risques et malheureusement aussi avec des embûches. Les tumeurs non résécables, c'est le Dr Boker qui va présenter quelles sont les approches anciennes, semi-récentes et modernes pour pouvoir les prendre en charge. Le nombre de patients qui peuvent être opérés sont récusés des fois pour des critères de non-opérabilité, la fonction respiratoire globale ou la fonction des organes qui sont en premier lieu sollicités pour pouvoir faire face à cette intervention, le cœur, mais pas seulement. On est amené à mesurer la capacité d'effort, l'état général, et on se prépare en fonction de l'analyse des facteurs de risque. La BPCO, c'est le principal aussi, facteur de risque qui associe à la fois le risque de cancer du poumon par l'origine commune, le tabagisme, et de l'atteinte du poumon en lui-même. L'aptitude aérobie, la capacité d'effort, on la mesure par un test d'effort particulier où on mesure la quantité d'oxygène qu'on inspire, qu'on récupère par notre respiration et la quantité de gaz carbonique qu'on exhale une fois qu'on expire après une respiration tout à fait normale de chaque fois ou après un effort au moment où ces paramètres-là vont augmenter. Si on connaît quelle est la capacité maximale, qui s'appelle VO2 max, ou volume d'oxygène maximal, pendant l'effort, on a des critères précis qui sont en rapport linéaire avec l'issue du geste chirurgical. Si cette valeur est supérieure à 20 ml par kilo par minute, la mortalité pour un cancer du poumon, elle est nulle. La morbidité de 7%, excusez-moi. Si par contre, cette VO2 max est inférieure à 12 ml kilo minute, à ce moment-là, la mortalité augmente de 0 à 13%. Et encore, si elle est inférieure à 10%, alors, excusez-moi, je ne vois pas le bas de ma diapo. C'est 26%. La mortalité monte jusqu'à 26%. La population qui a été au départ proposée pour voir si cette démarche qui était tout à fait innovatrice dans les années 2008-2009, grâce au Dr Bagan, on a fait une série de décembre 2009 jusqu'à juin 2011 pour voir si pour des patients sélectionnés, éligibles par une série rétrospective, on peut amener quelque chose de façon à faire ensuite une proposition pour tous les patients qui sont dans ce cas-là. Donc, on a pris 20 patients qui venaient essentiellement de l'hôpital d'Argenteuil, un patient de l'hôpital Pompidou, d'un âge moyen de 66 ans, avec des tumeurs opérables, avec des ganglions inexistants pour 19 d'entre eux, et un seul patient qui avait un ganglion qu'on appelle N2 et qui a bénéficié d'un traitement par chimiothérapie d'induction. Ensuite, pour les critères de non-opérabilité, c'est à la fois le VO2 max que j'ai mentionné, mais aussi
la fonction respiratoire post-opératoire. Est-ce qu'on peut prédire qu'est-ce qui va rester comme fonction respiratoire si on enlève un bout du poumon, un segment, un lobe ou un poumon entier? Quelle est la quantité de tissu pulmonaire minimale nécessaire compatible avec une vie normale après l'intervention? Ce calcul-là se fait et c'est un des critères d'opérabilité. Et si ce calcul est défavorable au patient, à ce moment-là, le patient est récusé. Et à ce moment-là, la dernière possibilité pour pouvoir quand même opérer le patient, c'est de lui proposer une réhabilitation. Le bilan initial, c'est une épreuve d'effort avec mesure de gaz, VO2 max et aussi l'élimination du gaz carbonique, les épreuves fonctionnelles respiratoires. L'oxymétrie nocturne, c'est un examen qui permet de savoir si pendant la nuit, il y a des problèmes de respiration, des apnées du sommeil ou de désaturation. Si on a des facteurs de risque particuliers, on propose un examen polygraphique du sommeil qui est spécifiquement conçu pour déterminer la pathologie respiratoire du sommeil, un examen cardiaque avec une échographie, un bilan de kinésithérapie générale pour savoir quelle est l'atteinte au niveau général respiratoire, mais aussi motrice. Et enfin, un bilan des addictions, une évaluation psychologique et une radiographie de poumon. Le programme de réhabilitation, en quoi consiste-t-il? Il ne faut surtout pas retarder le geste opératoire. On a en tout et pour tout 8 semaines du moment où le patient s'est présenté à son médecin traitant jusqu'à ce que le chirurgien doit intervenir pour que les chances soient maximales. Mais entre le moment où le médecin généraliste voit le patient et le moment que le... Excusez-moi, il y a une modification de l'écran. Je vais vous la remettre en plein écran. D'accord. Merci. Donc, entre le moment où le généraliste voit le patient et le moment où l'équipe pluridisciplinaire décide de l'opérabilité du patient, il y a encore du temps qui s'écoule et des examens à faire. Généralement, le chirurgien, au moment qu'il appelle le médecin qui fait la réhabilitation, le message est en principe, je ne peux pas reculer de plus de 2 semaines la date opératoire. Donc, notre programme de réhabilitation doit inclure cette contrainte de 2 semaines maximales avant. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbé là par le mouvement des images à l'écran. Donc, en 2 semaines, 10 à 15 séances de réhabilitation pour rendre un patient qui est pour des critères fonctionnels récusés, un patient pas seulement opérable, mais un patient qui a une qualité de vie correcte, avec une fonction respiratoire correcte, une fois que la chirurgie a été réalisée. Ce qu'on propose, c'est 10 à 15 séances de 30 minutes de l'entraînement à l'effort sur ergocycle, avec une cadence de 5 fois par semaine en endurance, en seuil ventilatoire. Si besoin, avec l'oxygénothérapie, simplement pour augmenter sa capacité d'effort et le faire récupérer encore plus vite. Ventilation non invasive. C'est une technique qui permet de récupérer une meilleure capacité respiratoire pour certains patients. Ça se fait par des séances de 30 minutes ou 15 minutes, plusieurs fois par jour. Et si le patient fait des apnées du sommeil, à ce moment-là, il doit garder un appareil toute la nuit pour lui éviter de faire des apnées du sommeil et le préparer pour la chirurgie. Et cet appareil, il va le garder aussi ensuite pour les nuits. Un parcours de marche avec des niveaux de difficulté, des interventions de kinésithérapie respiratoire, drainage bronchique, éducation ventilatoire, kinésithérapie pleurale, spirométrie incitative et gymnastique ventilatoire avec renforcement segmentaire, assouplissement et aussi des techniques de relaxation de type tai chi qui dérivent des arts martiaux, parce qu'on a vu que la préparation à ce niveau-là est aussi essentielle, le mental du patient jouant beaucoup. Le programme de réhabilitation associe également des séances de sophrologie. Actuellement, on fait aussi de la relaxation, de la méditation en pleine conscience, intervention des diététiciens, psychologues,
On adapte le traitement médicamenteux, on corrige tous les problèmes de traitement sur des maladies connues ou des maladies qu'on décèle pendant le stage. Et bien sûr, on essaie d'éliminer tout ce qui est toxique pour le patient, surtout pour la période périopératoire, mais aussi pour pas qu'il retombe dans une récidive de cette maladie par les facteurs de risque principaux qu'on peut éliminer, le tabac et l'alcool. La prise en charge de la douleur est essentielle, même si la douleur n'existe pas, pour préparer le patient pour pas qu'il ait une douleur, qu'il puisse maîtriser la douleur et qu'il puisse aussi ne pas avoir des douleurs émanantes. Parce que tout à l'heure, il y avait Ségolène qui nous parlait de l'hyperesthésie cutanée persistante. Depuis 20 ans, la médecine et surtout la chirurgie a fait énormément de progrès justement pour que des douleurs et des sensations résiduelles sont de moins en moins présentes. Ensuite, l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, il faut transformer le patient en acteur de sa maladie. Le patient, c'est quelqu'un qui subit. D'abord, c'est un diagnostic horrible qui lui tombe sur la tête. Ensuite, c'est la famille, c'est le regard des autres, des bouses blanches, que ce soit les médecins, les infirmières, et chaque fois, il doit dire oui, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais sa vie, elle reste où dans toute cette histoire? Comment est-ce qu'il peut se adapter, organiser, comment est-ce qu'il peut se projeter pour la vie d'après, parce que nos patients, malheureusement, ils ne sont pas tous des patients qui ont fini leur vie active, qui sont à la retraite, mais c'est des patients jeunes, pour la plupart qui n'ont pas eu des expériences de la vie professionnelle et qui doivent se projeter, s'adapter pour la vie d'après une intervention. Une fois qu'on a essayé de faire tout ça, le patient, il est prêt pour être opéré et on fait un deuxième bilan, cette fois-ci pour rassurer le patient, mais aussi le chirurgien et l'anesthésiste, parce que sans une équipe, on ne peut pas faire quelque chose qui amène à un succès certain. On refait encore une fois un test d'effort, une épreuve fonctionnelle, une radiographie pulmonaire pour voir si la maladie n'a pas entre deux évolué, elle ne s'est pas modifiée, et encore une oxymétrie nocturne pour voir quelle est l'oxygénation. Il y a un dicton qui dit que des fois on recule pour mieux sauter. La réhabilitation, on recule un tout petit peu, on prend ces 2 semaines-là pour pouvoir sauter, parce qu'au départ on ne pouvait pas sauter parce que le chirurgien nous avait interdit l'accès à la chirurgie. Et là, ce n'est pas simplement pour sauter le moment de la chirurgie, mais pour sauter dans quelque chose qui est moins inconnu, qui est la vie après une chirurgie et après un cancer. Dans notre petite expérience, on a eu des résultats qui étaient très encourageants. On a réussi à modifier, à gagner 12% en fonction respiratoire et à modifier la VO2 max de 3,5 ml par kilo par minute, ce qui est compatible avec faire plier la balance d'un côté ou de l'autre. De quoi rassurer le chirurgien et de quoi avoir les critères fonctionnels pour pouvoir faire cette intervention-là. Ce qui est extraordinaire, c'est aussi ce tableau-là. Une fois la chirurgie réalisée, on a des valeurs là, des chiffres. Désolé, les médecins, ils se fient toujours aux chiffres. Le VO2 max préopératoire moyen des patients qu'on a eu dans notre série a été de 12,4. Ensuite, le patient, il a bien travaillé. Il a réussi à faire monter lui-même ce chiffre à 15,9, qui était rassurant. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'après l'opération, avec un bout de poumon en moins, on a un chiffre à 14,1 qui est supérieur au chiffre qu'il avait initialement avant de venir en réhabilitation. Donc, on change de vie et il y a largement de quoi se réorganiser, se reconstruire après. Selon les études, la réhabilitation préopératoire est bénéfique. On améliore la VO2 max, mais avant notre petite étude, il n'y avait pas d'amélioration du VEMS. Et le nombre de complications post-opératoires sont relativement élevés quand même. Dans notre série, la réhabilitation préopératoire avec la ventilation non invasive semblait synergique. L'amélioration de l'aptitude aérobie et de la spirométrie, donc de la fonction respiratoire des EFR, était correcte. Le nombre de complications post-opératoires reste quand même un nombre limité, mais n'élimine pas le risque vital. Discussion. L'évaluation de la survie à long terme est nécessaire pour comparer
des patients qui sont opérés avec des patients qui bénéficient d'autres types de techniques. On appelle le CyberKnife, une radiochirurgie qui est ciblée, qui permet pour des patients qui ne sont pas accessibles à la chirurgie d'avoir un traitement. L'évaluation de la qualité de vie post-opératoire et la morbidité à distance doivent être aussi évaluées. Des prémices pour une étude multicentrique prospective qui à ce jour n'a pas encore été faite. Au lieu de conclusion, la réhabilitation préopératoire ou la préhabilitation avec ou sans la ventilation non invasive permet d'opérer des patients haut risque, récusés en première instance. La morbidité post-opératoire immédiate est relativement peu importante, mais ça n'exclut pas le risque vital. L'éducation de la VNI est très intéressante parce que le patient peut récupérer plus vite en post-opératoire. Il reconnaît l'odeur du masque qui a servi à sa préparation avant l'intervention. Ce n'est pas encore un stress supplémentaire qui s'ajoute à d'autres stress qu'il a subis. Et ensuite, last but not least, disent les Anglais, en dernier lieu, mais pas le moins important, c'est que ça permet de transformer quelqu'un qui subit, quelqu'un qui doit faire face à quelque chose qui est quand même énorme, en quelqu'un qui devient acteur et qui peut changer par son activité physique, par ses participations, par son adhésion, l'issue de cette pathologie et transformer sa vie. La poursuite de la réhabilitation en post-opératoire avant le retour à domicile est souhaitable, mais à cause de manque de place est réservée pour quelques-uns. Je vous remercie et je reste bien sûr à l'écoute de vos questions. Merci infiniment, docteur Oltean. Et ce parcours justement de pré-habilitation, etc., c'était vraiment notre volonté avec Laure dans Novembre Perle. Et le 30 novembre, nous avons justement une conférence où on va proposer différentes activités, notamment le chant, la méditation, des soins oncologiques de support, etc., qui viennent complètement compléter toute la prise en charge dont vous avez parlé. Et on a bien compris que la nutrition était un des points importants, le sevrage tabagique. On est quand même le mois sans tabac, donc c'est toujours le moment de remettre une petite piqûre de rappel. Le sevrage tabagique, est-ce qu'on a des chiffres d'impact en termes de réussite ou de, je ne sais pas si on peut l'appeler réussite, mais de récupération de certains paramètres, etc. Combien de temps avant il faut s'arrêter au plus vite? Vous allez me répondre, mais voilà, est-ce que vous avez ce genre d'informations pour qu'on puisse se rappeler les bienfaits de s'arrêter de fumer à tout moment? On demande toujours l'impossible. Et le patient, il demande simplement de vivre et de bien vivre. Déjà, le diagnostic lui tombe dessus. Déjà, il y a un stress énorme. On sait que la cigarette répond au stress et c'est un antidépresseur majeur. Donc, on ne va pas faire le pari de dire vous allez arrêter de fumer là tout de suite maintenant parce que sinon c'est la catastrophe. On va dire on va essayer pour une période qui comporte la pré-habilitation et la réhabilitation post-opératoire de ne pas fumer. Et on va essayer de vous aider pour pas qu'il y ait un manque, pour pas qu'il y ait un stress, pour pas qu'il y ait d'autres choses qui se surajoutent. Je veux simplement rappeler que les fumeurs, généralement, ne prennent pas de petit déjeuner. La cigarette du matin fournit suffisamment de sucre dans l'organisme pour qu'on tienne jusqu'à midi. Quelqu'un qui arrête brutalement de fumer commence à être pas bien à partir de 10h, 11h, en fin de matinée, et il ne sait pas pourquoi. Il dit c'est la maladie qui s'aggrave, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est simplement qu'il y a le sucre qui est bas parce qu'il n'avait pas l'habitude de prendre un petit déjeuner. Donc, une fois qu'on arrête de fumer, juste un exemple, il faut commencer à manger le matin, sinon on n'est pas bien. Donc, on essaye déjà de partir dans une stratégie de sévrage temporaire pour encadrer le geste chirurgical, minimum 3 semaines avant le geste et de garder ça minimum 3 semaines après le geste. Ça, c'est le contrat qu'on ferme avec le patient
Et ensuite, bien sûr, qu'on fait appel à nos tabacologues et qu'on essaie de transformer ça dans un sevrage définitif. Je vais laisser mes collègues chirurgiens prendre la parole. On sait pertinemment que la qualité des sutures, de la cicatrisation, de la récupération, elle est nettement meilleure une fois qu'il n'y a pas de 4000 substances qui sont libérées par la fumée dans notre organisme. Donc, si on fait une apuration de ces substances-là, ça nous permet autre chose que de récupérer, de cicatriser et de guérir du geste chirurgical qui est une épreuve en soi. Merci beaucoup. Je vais vous poser une toute petite question avant qu'on passe la parole aux autres intervenants. Sincèrement, c'est franchement formidable ces approches, je dirais, globales autour du patient à un moment très, très compliqué dans sa vie pour justement l'accompagner et le préparer à cette chirurgie. Une question importante, est-ce que ça existe partout, ce genre de programme? Comment c'est structuré? Est-ce que chaque grand centre qui fait de la chirurgie du poumon a comme ça des collègues comme vous? Voilà. Est-ce que c'est bien réparti ou est-ce qu'on a besoin d'en parler pour vous aider à développer plus de propositions de ce genre? Le manque de place pour la réhabilitation est cruel. Il y a peu de structures de type SSR, donc des structures de SSR respiratoire. La demande existe et ce n'est pas seulement les patients qui sont en manque d'accord chirurgical pour se faire opérer qui peuvent bénéficier de cette stratégie-là. N'importe quel patient qui a besoin d'une chirurgie de ce type-là a besoin d'une préparation et pour être bénéficiaire d'une préparation. Cette préparation peut se faire aussi en dehors de l'hôpital, ou ça peut se faire en ambulatoire, ou ça peut se faire en ce qu'on appelle aux États-Unis outpatient clinic, donc ambulatoire carrément. Ce qui compte, c'est quelque chose de plus que rien. Parce qu'entre rien et quelque chose, la différence elle est beaucoup plus importante qu'entre ce qu'on fait nous, avec tous les moyens qu'on se donne. Malheureusement, on ne peut pas prendre en charge qu'un nombre limité de patients. Et les patients qui arrivent chez nous sont les plus sévères, sont ceux pour lesquels le risque vital est là. Merci beaucoup pour ces précisions et c'est très intéressant. On creusera cette question de la préhabilitation, on va dire, en ville, peut-être plus légère pour les patients un petit peu moins complexes et en tout cas faire quelque chose plutôt que rien pour se préparer à cette chirurgie. Alors, je vous laisse la parole, docteur Séguin, pour qu'on puisse aussi avoir nos autres intervenants qui puissent prendre la parole tout à l'heure. Il y avait une autre question qui était, mais maintenant, quelles sont les innovations dans les chirurgies des cancers du poumon? Est-ce que des choses ont changé? Je vais essayer d'être assez rapide. Quelles sont les innovations dans les chirurgies des cancers du poumon? On va parler un tout petit point de technique. De traitement périopératoire, j'en ferai très peu parce que je sais que c'est la partie de Sophie Beaucaire-Danel et elle en parlera beaucoup mieux que moi. Je vais vous parler un petit mot d'expertise, le suivi, les perspectives. Ça a l'air très grand comme ça, mais on va aller vite. Donc, les innovations dans la chirurgie du cancer du poumon concernant les techniques, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu un très grand développement vers ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. Pourquoi? Parce que quand on fait une étude, notamment par exemple celle-ci du registre européen, qui est sur un taux très important de résection pulmonaire majeure, on voit que le fait d'être opéré par une thoracotomie et un risque indépendant de complications post-opératoires, voire de mortalité. Néanmoins, il faut se rappeler que la chirurgie mini-invasive, on ne peut la faire a priori que pour des tumeurs de petite taille ou qui n'ont pas d'envahissement localement avancé dans le thorax. Donc, ça ne peut pas être proposé à tous les patients. Ce qui est important de savoir, c'est que quand le patient est accessible à ce type de chirurgie, il faut savoir lui proposer. Ensuite, il y a la question de est-ce que c'est mieux de faire en robot ou en vidéo? Comment est-ce qu'on va choisir? Alors, je vous ai juste mis cette dernière méta-analyse qui montrait que vraiment l'innovation, c'est de faire du mini-invasif, que ce soit robot assisté ou vidéo assisté. Il n'y a pas de différence significative, on va dire, pour le malade. J'aime bien dire qu'il peut y avoir une différence pour le chirurgien. Peut-être qu'un jour, ça sortira comme un critère important. C'est qu'on est peut-être un peu moins fatigué quand on le fait robotiquement ou assisté par le robot, parce qu'on peut être assis plutôt que quand on le fait, par exemple, par vidéo. Mais en tout cas, pour le malade, il n'y a pas un changement important. Quelle est en fait l'innovation? À mon avis, ce dont il faut parler ce soir, c'est de segmentectomie. Ça explose en nombre de publications. Les centres en font de plus en plus. Et donc, je voulais juste vous présenter qu'est-ce que c'était. Diapositive suivante. Dans les recommandations, quand on a un cancer bronchique non à petites cellules,
il faut encore faire une lobectomie. Je ne veux pas qu'il y ait un faux message qui passe ce soir. Par contre, ce que l'on sait, c'est ce qu'on venait de dire juste avant, c'est que tous les patients ne sont pas éligibles à une chirurgie et que parfois, en raison de leur comorbidité ou de la fonction respiratoire altérée, la lobectomie ne va pas être possible. Et là, dans les recommandations, c'est d'abord une résection sous lobaire qui doit être envisagée avant d'éventuellement adresser le patient à un traitement qu'on appelle non chirurgical, du type par exemple radiothérapie stéréotaxique. Et dans ce type de situation, c'est une segmentectomie anatomique qui est préférable. C'est quoi une segmentectomie? C'est d'aller retirer une partie seulement d'un lobe pourvu que la lésion soit située au cœur de ce segment et qu'on ne prenne pas de risque carcinologique. C'est-à-dire, on doit toujours faire une intervention qui traite le cancer. Donc, on doit avoir des marges de sécurité suffisantes. On doit beaucoup mieux comprendre et on va s'aider d'outils un peu plus innovants en termes de planification opératoire qui sont des reconstructions 3D pour bien analyser l'anatomie personnalisée de chacun, puisqu'en fait, on a toute une anatomie différente. Et puis, on va aussi s'aider, va s'inviter dans le bloc beaucoup de technologies en termes de qualité d'image. On va pouvoir projeter nos reconstructions pendant qu'on opère pour bien corréler l'anatomie à ce qu'on attendait et ce qu'on voit. Par exemple, faire de la fluorescence, comme vous voyez sur le diaporama, qui va nous permettre de délimiter les limites des segments pour bien garder les segments qu'on veut laisser viables et sauver du parenchyme pulmonaire pour le patient, pour sa fonction respiratoire et délimiter la partie du territoire pulmonaire qu'on souhaite retirer avec la tumeur. Donc, il y a des innovations, on va dire, techniques et technologiques. Le gain, en fait, de VEMS et de fonction respiratoire, il est proportionnel au nombre de segments retirés. Ça, maintenant, c'est connu. Donc, il y a forcément un bénéfice fonctionnel réel si on fait une résection infralobaire par rapport à une lobectomie. Et on attendait en fait, qui est la nouvelle de l'année, les résultats, on va dire, oncologiques, parce qu'on savait qu'il y avait un bénéfice fonctionnel, mais on n'avait pas encore en termes d'études ou d'essais randomisés la réponse de savoir si on avait bien fait en termes de survie par rapport au cancer. Donc, c'est la seule courbe que je me suis permis de mettre pour dire oui, c'est en sécurité. Si vous faites une segmentectomie anatomique dans des conditions carcinologiques, analyse des marges, analyse des ganglions, vous allez avoir une survie qui est identique à la lobectomie. Autre innovation, on a dit dans le cancer du poumon, ce sont tous les traitements périopératoires. Donc, on va parler peut-être un tout petit peu d'immunothérapie néo-adjuvante avec Sophie et puis des traitements adjuvants pour des patients EGFR mutés, mais je ne vous en dis pas plus. Ensuite, qu'est-ce qui change aussi un peu dans les mentalités, que je mets dans les innovations dans la prise en charge? C'est la notion d'expertise. On sait qu'il va falloir repenser les parcours de soins des patients, puisqu'en fait, on a besoin de centres experts. D'abord, parce que comme vous venez de voir, la chirurgie, par exemple, de segmentectomie à thorax fermé, elle est un petit peu plus difficile et donc il faut que ce soit fait dans des centres qui commencent à en avoir l'habitude, et aussi parce qu'on sait que, en termes de volume, plus un chirurgien opère, moins il a de complications à type de mortalité même derrière, et donc ça va être important. Innovation dans le suivi, c'est ce qu'on appelle le patient connecté. Se développent des applications où l'on sait, notamment dans les stades localement avancés ou métastatiques, par exemple, je vous cite l'application MoveCare, que d'avoir un suivi connecté permet de dépister plus précocement une récidive et va par ce fait même-là déclencher des consultations à l'hôpital et des prises en charge plus en amont, plus rapides et changer la courbe de survie des patients. C'est de même possiblement un nouveau défi pour les cancers de stade précoce. Ça demande aussi de développer des réseaux pour la prise en charge de ce type de suivi et d'applications connectées. Diapositive suivante. Et qu'est-ce qui va se passer aussi dans le cancer du poumon? On est en train de regarder de manière très rapprochée ces traitements qui sont par ce qu'on appelle de l'endosurgery. C'est comme ça qu'on l'appelle aux États-Unis, ou endobronchial treatment des cancers. On va par voie endobronchique aller brûler, soit par radiofréquence, soit par micro-ondes, soit par d'autres techniques, en fait, des tumeurs. Donc là, c'est en train d'avoir quelques études pour des patients inopérables, mais si ça a de très bons résultats, diapositive suivante, peut-être qu'un jour, on passera de ce qu'on appelle de l'intervention à l'interventionnel, c'est-à-dire que le chirurgien, comme le disait M. Faure dans un webinaire de l'année dernière, il va maintenant opérer sans ouvrir, opérer à distance. C'est une mutation de la chirurgie, et on va devoir aussi transformer nos blocs opératoires. On a maintenant des blocs opératoires qui ressemblent très peu à ce qu'on avait pu connaître il y a une dizaine d'années, avec beaucoup d'écrans, beaucoup d'imagerie qui s'invite au cœur de l'opération, des scanners, etc., qui vont permettre de sécuriser l'ensemble des traitements proposés. J'aime bien aussi mettre cette diapositive qui est « C'est quoi les innovations ?» On a encore des progrès à faire.
notamment, c'est ce que disait Viorel Oltean, diminuer la morbimortalité. Je pense que ça va passer par des centres experts à haut volume. Optimiser nos séjours, c'est la réhabilitation. Épargner le parenchyme, ce sont les résections infralobaires. S'intéresser aux bénéfices fonctionnels pour nos patients. Étudier la qualité de vie, parce que comme disait Viorel, les patients, on les reprojette dans une vie. Comment vont-ils reprendre leur activité professionnelle? Quel est leur projet de vie derrière? Et donc, on va devoir prendre des décisions chirurgicales en intégrant ces données de nos patients. Et puis, il y a une mutation du métier du chirurgien qui passe de l'intervention qu'on connaissait par voie ouverte, maintenant par le mini-invasif, et ce qu'on pourrait presque appeler le micro-invasif, et qui va être de l'interventionnel. Voilà, je vous remercie pour... je suis à disposition s'il y a des questions. Et on voit à nouveau votre belle équipe. Merci infiniment. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on a vu justement, vous aviez évoqué tout à l'heure les décisions pluridisciplinaires, la fameuse RCP, vous l'avez notamment évoqué, et c'est une des webconférences où on se rend compte justement de l'importance de cette décision collégiale et de la prise en charge pluridisciplinaire. Vous nous avez donné l'eau à la bouche avec les innovations en termes d'oncologie, d'immunothérapie. Donc, ce que je vous propose, c'est de donner la parole au docteur Bokar Daniel qui va tout de suite nous en parler. Et puis, comme ça, après, avec ensuite le docteur Bagan, on fera une session de questions-réponses pluridisciplinaires. Donc, Madame Bokar, c'est à vous. Vous êtes pneumologue à l'Institut Curie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. Donc, le but de ma présentation, c'est de couvrir l'ensemble des traitements médicaux périopératoires, soit avant, donc dit traitement néoadjuvant, soit après, donc dit adjuvant. Donc, je réinsiste sur l'importance de la décision collégiale. C'est vrai que c'est important pour tous les patients de comprendre que la décision de ces traitements, qu'ils soient la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées ou bientôt l'immunothérapie, ce n'est pas un médecin tout seul dans son coin qui prend cette décision pour le patient, puisque ça va avoir des conséquences en termes d'effets secondaires, de durée de traitement. C'est vraiment une décision qui est prise de manière collégiale en présence des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes. Et cette décision est donc prise à plusieurs pour trouver le traitement le plus optimal possible pour le patient avant ou après la chirurgie. Donc, l'ensemble de ces traitements, c'est donc la chimio, la radiothérapie, les thérapies ciblées, voire maintenant l'immunothérapie. Donc, la chimiothérapie, elle peut être soit faite avant la chirurgie, donc en néoadjuvant. En fait, ça va être en fonction de la localisation de la tumeur, de l'atteinte ganglionnaire de la tumeur, du bilan qui a été fait initialement. Ça peut être parce que la tumeur ne semble pas opérable tout de suite. On pense que peut-être en faisant un traitement par chimiothérapie avant la chirurgie, on va obtenir une diminution de taille et on va pouvoir l'opérer. Cette chimiothérapie néoadjuvante, c'est une chimiothérapie qui se donne par cycle toutes les 3 semaines et on va jusqu'à 3 cycles avant la chirurgie. Pourquoi on l'a fait avant? Parce qu'on se dit que parfois, après la chirurgie, il peut y avoir parfois des complications qui font qu'on ne peut pas toujours faire ce traitement après. Lorsqu'on fait la chimiothérapie après la chirurgie, elle a lieu à peu près 8 semaines après la date opératoire. Et là, pourquoi est-ce qu'on propose cette chimiothérapie? Il faut comprendre que après la chirurgie, toute la tumeur a été retirée, les ganglions également, et ils sont analysés. Et en fonction de l'atteinte de ces ganglions, on va décider ou pas de faire de la chimiothérapie en plus de la chirurgie. Le but de cette chimiothérapie, c'est vraiment de rajouter quelque chose et d'éviter le plus possible la rechute après la chirurgie. Mais c'est la tumeur, le cancer a été retiré, c'est vraiment pour faire en plus, c'est pour ça qu'on dit adjuvant, pour diminuer le risque de récidive. Et là, on fait 4 cycles, c'est une chimiothérapie qui se donne également toutes les 3 semaines. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails des traitements, parce que ça varie selon les équipes, mais en gros, on va jusqu'à 4 cycles après la chirurgie, et donc c'est fait en hospitalisation de jour à l'Institut Curie, on le fait en hospitalisation de jour tous les 21 jours.
Ensuite, plus rarement, on peut proposer de la radiothérapie. Donc, cette radiothérapie, elle peut être faite avant la chirurgie, en association avec la chimiothérapie. Là encore, ce sera en fonction de la localisation du cancer. Certains cancers, notamment quand ils sont au sommet du poumon, peuvent rentrer dans une indication d'association de chimiothérapie et de radiothérapie. À ce moment-là, ce traitement, il dure 4 semaines. La radiothérapie, c'est des séances quotidiennes, 5 séances par semaine, pendant 4 semaines. Et ensuite, il y a une réévaluation et s'inscrit la chirurgie après cette association de chimiothérapie et de radiothérapie. Et puis, avant, on proposait de la radiothérapie en post-opératoire. Ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Mais c'est possible, il y a encore certaines équipes qui le proposent, d'avoir une radiothérapie sur les ganglions après la chirurgie. Dans ces cas-là, cette radiothérapie peut durer jusqu'à 5 semaines. Et là encore, c'est 5 séances par semaine pendant 5 semaines. Donc ça, c'est plus rare, mais et enfin, quand il y a une atteinte de la paroi, il peut également y avoir une indication pour de la radiothérapie post-opératoire. Là encore, c'est 5 semaines de traitement. Alors, l'important maintenant, c'est les nouveaux traitements qui sont des traitements périopératoires. Donc, les grandes nouveautés, c'est la thérapie ciblée. La thérapie ciblée, ce sont des comprimés qu'on donne et comme son nom l'indique, il faut avoir retrouvé la cible au sein de la tumeur. Donc, il faut savoir quand on est opéré et quand on fait le diagnostic de cancer, il y a le diagnostic histologique. Donc, on va décrire la tumeur et puis ensuite, on va envoyer la tumeur en biologie moléculaire sur une plateforme pour faire des recherches plus approfondies et notamment chercher ces fameuses mutations, ces fameuses cibles, dont certaines peuvent être traitées par comprimé. Et donc ça, maintenant, c'est une grande nouveauté. Lorsque on recherche ces cibles systématiquement et lorsqu'on trouve cette cible, on peut avoir en plus de la chimiothérapie et après la chirurgie, un traitement par comprimé qui se rajoute. À ce moment-là, ce sera un comprimé par jour pendant 3 ans. Le comprimé s'appelle le Tagrisso et ce sera une thérapie ciblée pendant 3 ans après la chirurgie. Et enfin, l'immunothérapie, donc ça c'est la grande nouveauté récente, ce n'est pas encore en routine. Les dernières études sont extrêmement prometteuses, qu'elles soient en préopératoire, en association avec la chimiothérapie pendant 3 cycles ou en post-opératoire, après la chimiothérapie et pendant 1 an. Donc l'immunothérapie, c'est ces fameux traitements qui stimulent les cellules de défense pour qu'elles s'attaquent aux cellules cancéreuses. Maintenant, on a bien montré que elle donne de très bons résultats en préopératoire et en post-opératoire. Donc ça peut être parfois un peu effrayant, ces traitements qui durent 1 an jusqu'à 3 ans après la chirurgie. C'est vrai que j'insiste sur le fait que on est guéri après la chirurgie, mais malheureusement, on sait qu'il peut y avoir un risque de rechute. Et le but de ces traitements adjuvants, c'est vraiment de diminuer au maximum et retarder au maximum cette rechute. Et c'est des traitements qui, dans un cas, que ce soit la thérapie ciblée adjuvante ou l'immunothérapie, sont des traitements qui ont peu d'effets secondaires, qui sont bien traités et qui peuvent être donnés pendant ces longs mois, pendant 1 an ou pendant 3 ans. Il faut dire que c'est des traitements qui sont compatibles avec un retour à la vie normale, parce que évidemment, c'est ça qui est important après une chirurgie du cancer du poumon. Voilà, j'ai balayé les différents traitements et je suis disponible évidemment pour répondre à vos questions. Merci. Alors, peut-être, j'ai une question quand même assez brûlante avant qu'on passe rapidement la parole au docteur Bagan et on fera une autre session plus globale de questions avec toutes les personnes qui nous écoutent. Mais juste parce que c'est quand même assez récent, c'est effectivement ces traitements néoadjuvants, adjuvants dans les cancers du poumon. Et du coup, une question donc toute simple. Si en fait on fait des traitements néoadjuvants, c'est qu'on a pu avoir une biopsie avant pour déterminer quel type de traitement. Ça, question 1. Et question 2, si au contraire j'ai eu ma chirurgie, est-ce que toutes les
est-ce que toutes les pièces, on va dire le poumon retiré, va être systématiquement, enfin pour tous les patients analysés en vue éventuellement d'une thérapie adjuvante? Oui, oui. Alors, pour ce qui est de la chimiothérapie néoadjuvante, c'est vrai que c'est des patients chez qui on a déjà fait le diagnostic sur une biopsie et si possible, on a une analyse des ganglions également qui a été fait. Il y a vraiment eu un staging précis avant la chirurgie, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai qu'on essaie d'avoir un staging le plus précis possible avant la chirurgie, donc par méthode endoscopique ou parfois même par méthode chirurgicale pour pouvoir proposer ce traitement néoadjuvant. Et après, évidemment, une fois qu'il y a eu la chirurgie, il y a une analyse des ganglions, puisque c'est vraiment l'analyse des ganglions qui est primordiale pour la décision du traitement post-opératoire, mais aussi la taille, puisque la taille entre en jeu. Et la taille n'est pas toujours connue sur l'imagerie. Parfois, on a des surprises au moment de la chirurgie. Donc, par exemple, en l'occurrence, la limite, c'est 4 cm. Donc, si c'est plus de 4 cm, c'est aussi une indication de traitement adjuvant. Donc, oui, oui, évidemment. Et l'analyse moléculaire, maintenant, est faite de manière systématique chez les patients opérés, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est vraiment un gros changement. C'est un message très important, hein, cette analyse-là, parce que derrière, effectivement, ces thérapies ciblées, elles sont essentielles. Je propose qu'on passe la parole au docteur Bagan et on refera une série de questions tous ensemble après. Alors, moi, je voulais juste vous remercier parce qu'en plus, vous avez répondu à une question de notre fil qui, justement, évoquait un inhibiteur de tyrosine kinase. Donc, parfait. Merci, docteur Bagan. Donc, vous, après tout, le passage, la préparation, le passage du chirurgien ou de l'oncologue, alors comment se remettre au mieux de cette chirurgie qu'on a vue, qui était quand même une chirurgie lourde, même si aujourd'hui, l'innovation a permis de l'alléger et de l'optimiser. Très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, je vais débuter ce topo sur comme je ne vois pas apparaître mon diaporama. Est-ce que on peut le mettre en ligne? Alors, M. Bagan, on n'a pas reçu votre diaporama. Ah. Est-ce que vous pourriez le partager? Je vous le... alors... Je suis vraiment désolée. Alors... Est-ce que tu veux, peut-être que vous l'envoyez par mail, qu'on l'intègre sur la plateforme et... Je l'avais envoyé par mail. Alors, je partage l'écran. Est-ce que vous pouvez l'avoir? Ah, c'est fâcheux de terminer cette session si vous ne l'avez pas. C'est les aléas du direct. Ah, c'est pas grave. Alors, on va poser une question en attendant. Laure, ce que je vous propose, c'est que peut-être vous envoyez par mail à Oriane votre présentation pour qu'elle puisse l'intégrer avec Guillaume. Et du coup, on va peut-être faire on va commencer un certain nombre de questions avant que vous puissiez faire votre intervention, si ça vous convient. Donc, du coup, donc pour en revenir donc aux chirurgies et aux traitements néoadjuvants, finalement, est-ce que aujourd'hui, toutes les chirurgies vont être associées à des traitements ou finalement, enfin, quelle est la proportion? Est-ce qu'on peut avoir, entre guillemets, juste un cancer du poumon avec une chirurgie, entre guillemets, simple ou finalement, il y aura toujours des traitements associés? Alors, ni Sophie ni moi. Oui, on peut toujours avoir encore un traitement pour un stade localisé précoce, qu'on appelle les stades précoces. On n'a encore actuellement qu'une prise en charge chirurgicale que l'on considère comme complète et suffisante pour le cancer, bien que commencent à s'inviter des essais cliniques avec notamment, par exemple, de l'immunothérapie, y compris dans ces petits stades. Mais là, c'est vraiment sous la forme d'essais. Donc, actuellement, il faut répondre que dans les stades précoces, c'est la chirurgie qui est le traitement et le traitement complet. Très bien. Et à propos de ça, on avait une question sur le fil d'une personne, de Dan, qui demandait finalement, est-ce qu'on peut réopérer plusieurs fois un poumon si on a finalement soit plusieurs petites tumeurs ou si nodules ou si ça revient, enfin, alors est-ce qu'on peut réopérer, quoi?
C'est une excellente question. C'est tout l'intérêt justement d'avoir une stratégie d'économie parenchymateuse au moment de la première tumeur. Si jamais on voit déjà des petites lésions suspectes contralatérales notamment. Mais oui, on peut réopérer sous réserve qu'on refait au moment du diagnostic de la deuxième lésion, de nouveau un bilan fonctionnel et de nouveau un bilan de résécabilité. Et on se remet dans les mêmes conditions. Il faut que la tumeur soit à nouveau résécable, c'est-à-dire qu'on peut l'extirper du thorax en totalité en ayant des marges saines et que le patient soit, malgré sa première opération, à nouveau opérable en tenant compte de la qualité de vie après une deuxième intervention, c'est-à-dire que l'amputation de la fonction respiratoire doit être encore raisonnable. Mais la réponse est oui, on l'évalue. Docteur Boker, une question pour vous. Oriane, tu me diras hein, quand tu me questionnes. Une question pour vous. Dans notre association, notre premier projet, c'était mon réseau cancer du sein. Et dans les cancers du sein, notamment, il y a pratiquement donc, toujours une chirurgie et très, très, très souvent des traitements adjuvants. Donc, ça fait des années que les patientes sont, entre guillemets, ont en tête que pour prendre en charge leur cancer localisé, on va avoir ce type de traitement. Est-ce que du coup, on va vers ce type de schéma dans les cancers du poumon, c'est-à-dire une chirurgie et donc dans un certain nombre de situations, d'autres traitements pour réduire de façon donc efficace et augmenter en fait, plutôt réduire le risque de récidive? Oui, je pense que oui, effectivement, surtout qu'on a maintenant des traitements qui quand même donnent moins d'effets secondaires et sont mieux tolérés et donc qui sont plus compatibles avec un traitement au long cours. On n'en est pas encore au cancer du sein où maintenant les hormonothérapies et les traitements post-opératoires, c'est 5 ans, voire même 10 ans. Donc là, pour l'instant, c'est moins long, mais je pense qu'effectivement, le but vraiment, c'est d'améliorer la survie. Et pour améliorer cette survie, on a à notre position des innovations thérapeutiques et des nouveaux traitements qui permettent vraiment d'améliorer les choses. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut que ça reste compatible avec un retour à la vie normale, parce qu'on peut pas proposer des traitements qui sont trop lourds, parce qu'il faut, comme le but, c'est d'être guéri et de retourner à sa vie normale, il faut que ce soit des traitements qui ont le moins d'effets secondaires possible, en plus de leur efficacité. Et puis, je pense que même pour nous, oncologues thoraciques, c'est important justement, chez ces patients qui vont avoir un traitement au long cours, d'appréhender effectivement les toxicités, les effets secondaires, différemment que pour un traitement curatif ou un traitement métastatique. Merci beaucoup. Merci infiniment, donc, docteur Bagan. Bon, j'arrive en fin de cette intervention et j'aurais voulu juste préciser ce qui est abordé par les patients lors de la consultation et sur la période post-opératoire. Et donc, comment les patients nous présentent leur stress et leur anxiété vis-à-vis du post-opératoire. Et donc, les questions les plus fréquentes posées par les patients, c'est la durée de l'hospitalisation, l'intensité de la douleur qu'ils auront à gérer et quel sera le temps pour récupérer une fonction respiratoire normale et une autonomie, et essentiellement l'autonomie qui est demandée. Eh bien, j'ai voulu simplifier au maximum mon propos pour pas apporter de la confusion. C'est tout simple, c'est les réponses à toutes ces questions répondent d'une seule variable. C'est le délai entre la fin de l'opération et la verticalisation du patient, le patient debout. En fait, pourquoi? Mais c'est tout simple. En fait, le patient debout, c'est un patient qui a une meilleure respiration, une meilleure fonction respiratoire, et donc ça permet une meilleure expansion du poumon qui a été opéré, qui entraîne donc moins d'encombrement et de source, qui est la source essentielle des douleurs, qui entraînent des pneumonies, qui sont notre crainte majeure du point de vue du chirurgien. Tout cela s'explique juste par la gravité, en fait. Quand vous avez des patients qui sont couchés, vous avez une fonction respiratoire qui est
une capacité qui est basale. Et quand vous passez en position assise ou verticale, vous gagnez, rien que le fait de se lever, gagnez 50% de fonction respiratoire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une meilleure alimentation, comme on l'a déjà évoqué auparavant, une meilleure alimentation, une meilleure récupération de l'autonomie. Un patient qui se libère de son lit, se voit déjà plus proche de son domicile. Et donc, il y a aussi la crainte, c'est les complications liées à l'alitement. Nous avons une des craintes des phlébites qui peuvent entraîner une embolie pulmonaire qui est assez redoutée. Il y a des constipations, des risques de fausse route. Donc, tout cela est diminué lorsque le patient est debout. Alors, toutes les mesures pour verticaliser le patient, on appelle ça une récupération améliorée, comme une innovation. Mais cette innovation, en France, on l'a déjà évoqué il y a 65 ans. Et donc, les bases étaient déjà fixées dans les années 56, même par le professeur Tomré à l'hôpital Laennec. Et donc, ça a été remis au goût du jour. Mais en fait, les bases, elles sont là. Les bases, c'est que le patient doit, dès le réveil, avoir des exercices. Et dès la 6e heure, c'était une proposition, c'est qu'il soit levé et qu'il marche. Et donc, alimenter des boissons et une alimentation le jour même, un opéré qui mange et un opéré qui est guéri. Il faut éviter tous les médicaments qui peuvent le rendre abruti, comme on veut dire, c'est tous les grosses doses de morphine. Donc, il faut gérer la douleur par des techniques de kinésithérapie, des techniques d'analgésie moderne, mais il faut éviter tout ce qui rend le patient alité. Et de même que toutes ces démarches, déjà dans les années 60, avaient un taux de satisfaction de 80%, 95% même, de diminution de la souffrance. Donc, les bases de la récupération améliorée, elles sont simples. Donc, je veux que ce message soit assez simple à transmettre. Comment améliorer la récupération après la chirurgie? Il faut utiliser toutes les méthodes de stimulation pour que le patient soit debout. Donc, et une autonomie avec une bonne respiration. Tout cela passe par une préparation personnelle. Viorel Oltéan l'a déjà dit auparavant, c'est une préparation qui se fait en amont. Les patients les plus fragiles sont préparés dans les centres spécialisés, mais on peut avoir une préparation à domicile. Donc, on préconise des séances de kinésithérapie, de drainage bronchique pour préparer le poumon, mais aussi le sevrage du tabac, de l'alcool, des drogues, de plus en plus du cannabis de nos jours. Et aussi, il faut faire une préparation de l'entourage. Nous avons eu des patients qui venaient se faire opérer, qui voulaient cacher l'intervention à leur entourage parce qu'ils avaient des craintes de leur entraîner de l'anxiété auprès de l'entourage. Je pense que c'est une erreur. On essaie de leur dire qu'il ne faut pas cacher que les patients vont se faire opérer parce que en père et en post-opératoire et dans le suivi, il faut que l'entourage soit présent pour la récupération rapide. Donc, c'est une préparation personnelle et de l'entourage. Il y a bien sûr une équipe qui comprend la kinésithérapie. On le fait durant l'hospitalisation et on préconise chez certains patients une kinésithérapie qui consiste à récupérer la fonction respiratoire, faire des massages antalgiques. Et aussi, nous avons aussi dans l'entourage, dans la préparation, une infirmière dédiée pour la récupération qui lui explique en amont toute cette procédure pour qu'il soit verticalisé rapidement, pour qu'il soit accompagné. Et donc, nous avons maintenant une infirmière dédiée, récupération améliorée, qui vient vérifier que tout le parcours se déroule comme on l'avait programmé. Donc, c'est un parcours de soins. Donc, je voulais passer un message, c'est qu'il y a une préparation en amont pour l'intervention, pour avoir une bonne récupération. Je dis souvent aux patients, en fait,
un marathon, on le prépare bien en amont. Donc, il faut faire de la stimulation, de l'exercice, comme l'a dit Viorel, et de la stimulation bien en amont pour qu'on puisse bien récupérer en post-opératoire. Je pense que le message est assez simple, mais c'est les bases de notre chirurgie actuellement. Merci beaucoup. C'est vraiment des messages très, très positifs, j'allais dire très encourageants. C'est de la stimulation. Oui, c'est très stimulant, comme vous le dites. Assez impressionnant aussi de se dire qu'après une chirurgie du poumon, il faut se lever, il faut manger finalement assez vite. Très intéressant aussi de voir finalement, effectivement, votre patient qui se lève tout simplement et qui peut mieux respirer, ne serait-ce que parce qu'il est debout. Donc, on apprend peut-être des choses qui sont évidentes pour vous, mais qui sont finalement pas tellement partagées, qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je trouve que ça, pour les personnes qui se disent, je vais être opérée demain ou qui se disent c'est quand même un peu dur de se lever, de comprendre aussi pourquoi il faut faire cet effort, peut-être un petit peu au début, c'est essentiel. Alors, ce soir, on n'a pas invité d'anesthésiste autour de la table, mais je me suis demandé si finalement, vous pourriez, j'imagine qu'ils sont dans vos RCP, et si le patient se lève plus vite, c'est peut-être aussi que les anesthésistes travaillent un petit peu différemment. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots pour... ça veut dire qu'on n'est pas complètement groggy après sa chirurgie du poumon? Alors, comme vous le dites, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut que la partie anesthésique comprenne une préparation en amont. Donc, il vérifie bien que le patient est éligible pour une chirurgie du point de vue du cœur, du poumon, mais aussi durant l'intervention, il y a des techniques modernes d'analgésie, c'est-à-dire de bloquer le signal douloureux, parce que nous entraînons même si nous avons des techniques mini-invasives, robotiques ou vidéo-assistées, il y a quand même une agression de la paroi thoracique, donc les côtes, et donc nous avons, grâce à une technique moderne d'anesthésie, des infiltrations au niveau des côtes. La patiente avait témoigné d'une péridurale, mais nous avons aussi des techniques d'anesthésie locale, que ce soit en percutané, donc en patch, ou alors en injection, ou en cathéter. On a tout cela qui est fait en péropératoire pour que le patient soit soulagé dès le réveil, qu'il puisse être mobilisé dès le réveil. Et donc, la majorité des patients, dès le réveil, n'ont pas cette sensation d'oppression thoracique. Ils peuvent réexpandre leurs poumons et permettre une bonne ventilation, éviter qu'ils s'encombrent dès les premières heures après la chirurgie. Merci beaucoup. J'avais aussi une autre question. Là, on a vu combien c'était important de se préparer. Vous avez parlé aussi de faire de l'exercice physique, de bien manger. Et à propos de bien manger, on est très nombreux, les uns et les autres, à avoir des déficiences en fer. Et apparemment, c'est aussi assez important de remonter, entre guillemets, son fer avant d'être opéré. Et je voulais savoir comment ça se passait. Est-ce que c'était toujours checké? Est-ce qu'on mange, je ne sais pas, plein de boudins noirs avant de se faire opérer? Enfin, quels étaient les conseils aussi à ce niveau-là pour être un petit peu boosté au niveau alimentation avant une chirurgie ou peut-être après? Alors, le boudin noir, avec la tendance actuelle des véganes, c'est pas très tendance. Mais en fait, nous avons dans le bilan préopératoire, nous faisons une prise de sang lors de la consultation chirurgicale et en collaboration avec les anesthésistes, où on dose le taux d'albumine, qui est le taux de protéines, pour savoir si le patient a une bonne nutrition, parce que parfois des pathologies des cancers diminuent par le cancer le taux d'albumine, et le taux de fer. Donc en fait, c'est dépisté en amont. Ça peut être dépisté comme par notre collègue en centre spécialisé, mais quand c'est en externe, en ambulatoire, on dose le fer et l'albumine pour préparer par des suppléments alimentaires en protéines, et parfois on peut être amené à faire des cures d'injection de fer, qui est un peu mieux que des cures d'ingestion de boudin, car c'est pas très efficace. Plus efficace.
Alors, je me suis permise de faire rentrer Ségolène qui voulait réagir suite à cette conférence. Donc, Ségolène, c'est à vous. On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Ségolène. Alors, sinon, moi, je vais poser une question. Ah. Oui, pardon, j'ai mis du temps à remettre mon micro. Non, vraiment, pour ma part, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vraiment, pardon, je suis un petit peu malade. C'est plus, en fait, je trouverais ça vraiment très, très important que ce genre d'information soit vraiment partagé, mais à grande échelle, partout, même en province, parce que moi, j'étais suivie en province pour mon premier cancer. Et je pense que pour la préparation, effectivement, si j'avais eu tous ces éléments-là, je me serais quand même enlevé beaucoup, beaucoup de stress, bien que j'ai été super bien prise en charge au moment de mon opération, avec beaucoup de bienveillance, et que je me suis quand même très, très bien remise de mon opération relativement vite. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport au cancer en règle générale, il se passe beaucoup de choses, mais en tant que patient, je trouve qu'on manque encore quand même beaucoup, beaucoup de... C'est à nous, en fait, souvent, je trouve, d'aller chercher les informations et ce serait bien que ça nous vienne de façon un peu plus facile, j'ai envie de dire, dans ce parcours qui est loin d'être évident. Mais vraiment, merci pour tous ces partages qui sont très, très riches, je trouve, et qui, je pense, vont aider les futurs opérés. Merci infiniment, Ségolène. Effectivement, avec Laure, on est très attachés au maillage territorial, à se dire que la chance, voilà, je sais que nos autorités travaillent beaucoup là-dessus également. Donc, c'est pour ça que Laure, au travers de ces associations, permet justement ces informations. Moi, j'avais une dernière question. Il m'a semblé que vous aviez évoqué, je ne sais plus si c'était le docteur Beaucaire ou le docteur Seguin, tout ce qui était marquage tumoraux. Est-ce que également dans les cancers localisés et pour les opérations, qui sont quand même des pièces opératoires, comment vous envisagez l'avenir par rapport aux marquages tumoraux et à l'ADN circulant, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui sont aujourd'hui en place et qui peuvent ouvrir encore de nouvelles perspectives? Alors, dans les cancers, on va dire, de stade précoce, il n'y a pas encore de suivi de l'ADN tumoral circulant. Pareil, ça reste à l'étude, plus dans le type d'essai, d'essayer d'imaginer, après une chirurgie, de vérifier si on a eu en fait une chirurgie qui serait complète par la mesure de ce fameux ADN tumoral circulant, qui permettrait d'établir s'il y a une maladie résiduelle, mais invisible. Et d'imaginer adjoindre à ce moment-là des traitements si on la trouve, ou d'en avoir une perspective d'utiliser ce marqueur comme le témoin d'une récidive précoce. Mais là, ça, pareil, c'est dans des essais, c'est pas encore du tout fiable et de routine. Donc, l'ADN tumoral circulant dans les cancers de stade précoce, on ne peut pas dire que pour l'instant, c'est un marqueur utile pour nous. Je laisse Sophie peut-être plus en parler pour des stades métastatiques. Donc, oui, effectivement, en fait, tout simplement parce qu'au stade précoce, on en trouve très peu d'ADN tumoral circulant avec les techniques actuelles. Donc, ce n'est pas fiable et on ne peut pas reposer un traitement adjuvant, enfin la décision d'un traitement adjuvant ou pas sur cette technique qui n'est pas assez fiable pour quand le cancer est à un stade précoce, tout simplement parce qu'il y a peu d'ADN qui circule, d'ADN tumoral qui circule. En revanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études, ce n'est pas encore fait en routine pour les stades métastatiques, où on étudie effectivement la réponse au traitement, notamment à l'immunothérapie, puisque l'immunothérapie au stade métastatique, c'est 2 ans de traitement, et on essaye au maximum de raccourcir ce temps de traitement pour diminuer encore une fois les passages à l'hôpital, les effets secondaires du traitement. Et donc pour ça, on est en train vraiment de céder de l'ADN tumoral circulant et des mutations ciblables ou non ciblables qui sont retrouvées dans le sang circulant pour pouvoir arrêter plus précocement ces traitements.
Donc ça, c'est vraiment demain. Ce n'est pas encore en routine. C'est vraiment dans le cadre d'essai, mais je pense que ça va vite arriver et ça va permettre vraiment je pense, d'avoir une meilleure idée de l'efficacité d'un traitement avant même la réponse radiologique, puisque pour l'instant, le seul moyen d'évaluer, c'est avec un scanner ou un TEP scanner. Maintenant, je pense que ça va nous aider beaucoup pour limiter les traitements, les arrêter plus tôt et puis changer plus précocement avant les symptômes. Merci beaucoup, j'avais bien entendu donc votre évocation. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Laure. Alors moi, j'ai peut-être une dernière question parce que le temps tourne et on arrive bientôt à la fin de notre conférence. On a quand même beaucoup de patients qui, après une chirurgie du poumon, ont mal, voire très mal, et certains ont mal très longtemps. Donc, ma question un peu pragmatique ce soir, c'est si je suis en post-op depuis quelque temps, qu'est-ce qu'il faut faire quels sont déjà, pour les personnes qui sont récemment opérées, quels sont les bons gestes pour essayer de bien réduire cette douleur? Et pour les personnes qui seraient concernées encore à distance de leur chirurgie par des douleurs, est-ce qu'on peut faire quelque chose et vers qui se tourner? Parce que je dois dire qu'avec la période Covid, il y a eu aussi beaucoup plus de difficultés. Alors déjà qu'il y a de la difficulté à accéder aux consultations de douleur, ça a été encore pire qu'avant. Donc je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin de savoir comment être orientées sur ces sujets de douleur. Alors, je vais peut-être répondre pour ce que nous on fait, c'est plus un partage d'expérience et peut-être que Patrick ou Viorel vont avoir d'autres points de vue. Moi, je dis souvent, la douleur chronique, elle s'installe quand la douleur aiguë n'a pas été bien gérée. Donc, c'est très important que le malade n'ait pas mal en post-opératoire. Comme disait Patrick, ce que l'on fait, malheureusement, c'est une agression pour le corps. Donc, il faut traiter cette douleur. Et la clé, c'est de la traiter au moment où on va la générer. Donc, c'est le péropératoire qui est très important et le post-opératoire immédiat. Donc ça, c'est le monde idéal. Si le malade a mal quand il sort de l'hôpital, il faut savoir ajuster les traitements et lui dire ça n'est pas normal. Vous devez revenir nous voir pour très vite le mettre dans le circuit que vous disiez, qui est le circuit de la prise en charge d'une douleur chronique. Dans ces cas-là, nous, on le décrit chronique si on passe 3 semaines. Et donc, nous, on a un circuit spécialisé pour essayer de rompre ce cycle de la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà des traitements médicamenteux? Péros, il y a des traitements par des patchs, il y a des stimulations électriques, il y a également, moi je recommande beaucoup, des adjonctions de traitements complémentaires. Par exemple, dans le service, on a une expérience depuis 1 an et demi de réflexologie combinée avec une séance avant et après l'opération et on se rend compte que ce sont des patients qui sont moins douloureux. Et puis, je dis souvent, quand on opère les patients, on les a positionnés sur le côté, le thorax il a été un peu cassé. Moi, je dis toujours à mes patients, allez faire 1 ou 2 séances d'ostéopathie. Vous avez peut-être des contractures musculaires et parfois simplement ça les soulage aussi beaucoup. Donc, on peut adjoindre des compléments et ne pas toujours penser qu'au traitement par la bouche. Mais en tout cas, il ne faut pas attendre. Il faut que ce soit traité et il faut revenir voir son chirurgien pour être mis dans le circuit spécialisé. Peut-être que Patrick a un autre circuit. Non, en fait, on avait fait une étude sur la douleur chronique. Elle est, comme tu l'as dit, c'est lié. Dès qu'on a une douleur aiguë qui n'est pas maîtrisée, ça va devenir une douleur chronique. Mais donc, à ces traitements qu'on peut donner, il y a aussi, donc, comme tu le dis, il y a toutes les thérapies non médicamenteuses qu'on suggère, que ce soit les massages des muscles paravertébraux, des séances de sophrologie, comme tu le dis. Il y a aussi tout ce qui peut être fait de tes techniques. Donc, Viorel aussi le fait dans son centre. Il a des techniques qui sont non médicamenteuses, qui sont des petits plus. Et parfois, il faut savoir d'où vient aussi la douleur, parce qu'il peut y avoir un fond aussi de traitement de dépression, parce que c'est une maladie qui est une maladie chronique qui peut atteindre l'humeur. Donc, en fait, ces patients-là qui ont des douleurs chroniques ont aussi un fond d'humeur qui est altéré, ce qui est compréhensible. Donc, il faut aussi voir s'il n'y a pas associé à ces douleurs chroniques un fond de dépression qui peut être traité par des paroles, des groupes de paroles. Et ce qui est bien, c'est que comme le font dans le centre de réhabilitation, il y a des groupes de paroles et il suffit de se soulager. La douleur morale peut aussi être associée à cette douleur physique.
Je ne sais pas s'il est d'accord, Viorel. Merci beaucoup. Il me reste seulement à compléter. Premièrement, identifier l'origine de la douleur et la dédramatiser. La douleur, ce n'est pas une fatalité, c'est ce qui nous a fait évoluer au stade où on est aujourd'hui. La douleur, elle est un signal. S'il est mauvais, à ce moment-là, on a seulement des méfaits. Si elle est positive, bien sûr qu'on s'adapte à cette douleur-là. On parle beaucoup de douleur physique, des sensations périphériques, mais la douleur peut être morale. Morale par la dépression induite par la maladie, préexistante qui se révèle par la maladie. Ça peut être aussi lié à des différents mécanismes. Si on coupe un muscle, si on coupe un nerf, la douleur qui est générée, ce n'est pas la même. Il y a des douleurs par des nerfs qui sont touchés par le bistouri du chirurgien, des douleurs qui sont par l'écartement, des douleurs par l'inflammation. Donc, tous ces types de douleurs doivent être identifiés, démystifiés, discutés avec le patient. Et ensuite, les groupes de parole, les groupes de relaxation, les groupes de projection sont extraordinaires pour prendre en charge. La préparation alimentaire avant l'intervention joue un rôle très important. L'alimentation après, donc au-delà du boudin noir, il n'y a aucun sportif de performance qui va faire une course pour avoir la médaille qui mange autre chose que des sucres lents. On ne va pas manger un repas qui nécessite une bonne sieste si on veut avoir une médaille. Donc, la même chose est valable pour la chirurgie. Et à contrario, on s'adapte à un post-opératoire immédiat et à moyen terme avec une alimentation qui est adaptée à ça, avec une alimentation des fois qui permet aussi de contrôler l'apparition de certaines douleurs. Le moins possible de médicaments qui sont morphiniques, parce que dans les bras de Morphée, on est tous bien, mais ça endort tout. Ça endort pas seulement la douleur, et on doit rester debout. Si on n'est pas debout, on ne peut pas avancer. Il ne faut pas oublier que le corps, il fait ce qu'on lui demande. Si on lui demande de rester debout, il va nous aider d'être debout. Si on est allongé, la capacité respiratoire, la capacité de se mobiliser, la capacité d'avoir un tonus va diminuer, l'appétit va diminuer, la capacité de récupérer par un sommeil, et la capacité de se projeter dans une activité qui est forcément stressante, physique, familiale ou autre. Donc, tout ça pour la douleur, c'est pris en charge, toujours multidisciplinaire, toujours en amont et après. Et les chirurgiens ont fait des progrès énormes là-dessus, parce que historiquement, en caricaturisant, le chirurgien, il opère, mais là, les chirurgiens s'occupent bien, ils préparent les patients pour justement que l'équipe puisse ensuite prendre la main et que le patient ait le moins mal possible. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse collégiale. On va devoir malheureusement s'arrêter parce que le temps court. C'était un vrai bonheur plaisir d'être avec vous tous ce soir. Et je voudrais remercier Ségolène parce que c'est vrai que ce miroir du patient, de son vécu et de ce qui est proposé par les équipes soignantes, c'est toujours très, très intéressant. Ça nous fait un fil rouge et puis ça permet aussi de partager des mots de patients. Donc, merci infiniment, Ségolène. Merci beaucoup à tous nos oratrices et orateurs. Je vous souhaite à tous une excellente soirée